Je laisserai aller Madame Julie Ferland, qui est responsable provinciale en apiculture et responsable du réseau apicole du MAPAC, nous présenter la démystification des protocoles d'introduction d'abeilles et l'impact du petit coléoptère et les précautions. Parfait. Super, merci Sam. Merci. Donc, c'est ça, moi c'est Julie Ferland. Je suis vraiment contente d'être avec vous cet après-midi pour venir vous expliquer un petit peu plus, vulgariser les protocoles d'introduction d'abeilles. Puis c'est sûr, je vais aborder un petit peu le petit coléoptère de la ruche parce que, tu sais, depuis 5-10 ans, je vous dirais que c'est le principal pathogène qui fait l'objet d'un suivi dans le cadre de ces protocoles-là. Donc, je trouvais ça important de vous en parler un petit peu, étant donné que vous êtes un secteur qui est peut-être un peu moins familier avec le secteur apicole, les maladies, tout ça. Donc, c'est intéressant de comprendre la bébite qu'on essaie de contrôler avec ces protocoles-là, puis pourquoi on essaie de la contrôler à ce point-là. Donc, ça fait 5 ans que je suis responsable provinciale en apiculture, puis je m'occupe aussi du réseau apicole, le réseau plus de santé de l'abeille au MAPAC. Donc, je vous ai fait quand même une petite présentation assez courte d'une vingtaine de minutes pour cet après-midi. Donc, je présente tout le temps des petites statistiques sur l'industrie, le secteur apicole. C'est toujours intéressant de voir qui est quoi, c'est quoi, comment le secteur est divisé. Tout ça, ça aide à bien comprendre le cheptel apicole québécois. Donc, je commence tout le temps avec une petite partie statistique. Je vais vous montrer aussi l'importance des mouvements interprovinciaux des ruches, à quel point ça bouge. Puis, on va avoir une bonne section sur le petit coléoptère de la ruche. C'est quoi, c'est quoi cette petite bébite-là? C'est quoi la situation nationale? On va s'attarder surtout Ontario, Nouveau-Brunswick, Québec, parce que c'est les 3 provinces dans lesquelles le PCR est le plus présent dans les 2-3 dernières années. C'est là que ça bouge le plus. Donc, on va s'en tenir à ces 3 provinces-là. Je vais finir avec la situation au Québec. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Puis, on va finir avec vraiment un petit topo sur les protocoles. C'est quoi le processus pour introduire des abeilles quand on parle de faire venir des abeilles d'une autre province. Donc, on starte ça avec des petites statistiques. L'enregistrement, donc, tous les apiculteurs du Québec, à partir du moment où ils possèdent une ruche, ils doivent s'enregistrer au MAPAC. Ce que ça fait, c'est que nous, ça nous permet de savoir où sont les ruches, dans quel secteur ils appartiennent à qui. Le but de cet enregistrement-là, c'est vraiment un but sanitaire. C'est pour savoir, être capable d'aviser rapidement des apiculteurs d'une région concernée par un problème sanitaire. Donc, c'est toujours à des fins sanitaires que cet enregistrement-là est utilisé. Ça nous permet d'avoir des stats hyper intéressantes sur le secteur. Donc, je vous ai fait ici, vous avez un graphique à gauche qui est vraiment l'évolution dans le temps du nombre d'apiculteurs qui se sont enregistrés au MAPAC. Donc, on a commencé l'enregistrement en 2005. On se situait autour de 300-350 apiculteurs enregistrés. 2020, on est maintenant rendu autour de 1400 apiculteurs enregistrés, donc une très forte croissance du nombre d'apiculteurs qui s'enregistrent année après année. L'apiculture est de plus en plus populaire, mais aussi le fait que les lois, les règlements, les normes sont peut-être un peu plus connus année après année, donc il y a peut-être une meilleure compliance à cette réglementation-là au fil du temps, donc ça peut expliquer pourquoi on a une bonne augmentation du nombre d'apiculteurs, mais on le voit, l'apiculture est hyper populaire, beaucoup de nouveaux apiculteurs qui s'enregistrent. Au niveau du nombre de colonies, donc on est capable de sortir le nombre de ruches enregistrées. Il faut être conscient que dans une saison, le nombre de ruches varie beaucoup. Mais on demande aux apiculteurs de s'enregistrer au 1er juin. Donc, ils doivent nous dire au 1er juin combien de ruches ils possèdent. Ça peut varier beaucoup dans la saison qui suit par la suite, mais ça reste que ça donne une bonne image photographique du début juin, combien de ruches on avait dans la province. Donc, on a l'évolution ici dans ce graphique-là de 2007 à 2020. On est autour de 55-60 000 ruches enregistrées au Québec. L'année dernière, on était plus proche du 70-67 000 ruches. Cette année, il y a une petite baisse. 2020, il y a eu une petite baisse. Mais il faut tenir compte du fait qu'on a eu beaucoup de difficultés avec l'enregistrement en 2020 à cause de la pandémie. Les envois postaux sont partis beaucoup plus tard. Donc, oui, il y a une baisse du nombre de ruches, mais aussi probablement moins d'apiculteurs qui se sont enregistrés à cause des complications logistiques. Donc, les chiffres de 2020, on les prend avec un petit grain de sel. On va voir en 2021 rétablir ces statistiques-là. Je ne suis pas certaine qu'on a 10 000 ruches de moins dans la province en 2020. Une statistique qui intéresse beaucoup les gens, c'est la répartition. Où sont les ruches, où sont les apiculteurs, comment ils se répartissent en taille d'entreprise ou en taille d'opération. Donc, si vous regardez dans ce graphique-là, ce qui est intéressant, c'est que 97% des apiculteurs se trouvent dans la partie ici.
donc possèdent un plus faible nombre de ruches. Là, si vous regardez la catégorie 1 à 9, on a plus de 1000 apiculteurs dans cette catégorie-là. Donc, sur les 1400 que je vous ai présentés de la diapo d'avant, sont pratiquement tous ici. C'est des gens qui possèdent moins de 10 ruches. Nos gros apiculteurs, nos 200 et plus, nos commerciaux qui peuvent en vivre de l'apiculture sont ici à droite. Puis, voyez-vous, ils possèdent pratiquement toutes les ruches de la province. On a 40 000 ruches ici là, qui sont détenues par une cinquantaine d'entreprises. Donc, ça, c'est intéressant. Là, la clientèle commerciale, apiculture, est ici, c'est une cinquantaine d'entreprises qui ont 200 colonies et plus, qui possèdent 75 % de toutes les ruches du Québec. Ici, je sors toujours, dans le fond, les sites. On demande aux gens de déclarer le nombre de sites qu'ils possèdent par région, même par municipalité. Là, on va plus précis, là, on va à la municipalité. Ils doivent nous dire les sites de production de miel, les sites de pollinisation commerciale, puis les sites d'hivernement. Vous, ce qui peut vous intéresser ici, la canneberge, on s'entend que le centre du Québec est quand même une région vraiment importante là, pour la canneberge au Québec. Puis voyez-vous, vous sortez en numéro 3, là, le centre du Québec. Donc, Montérégie demeure la région où il y a le plus de sites de pollinisation commerciale d'enregistrés. Bien entendu, ça vient après le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec une centaine de sites. Et voyez-vous, on a 47 sites là, qui sont enregistrés dans le centre du Québec pour la pollinisation commerciale. Donc, c'était mes petites stats intéressantes là, concernant le secteur apicole. Je vous montre ici, dans le fond, une diapo qui peut paraître un peu complexe avec beaucoup de flèches. Mais ici, ce que je veux vous démontrer, c'est les mouvements interprovinciaux des ruches. C'est quelque chose qui est totalement sous-estimé, c'est quelque chose qui est totalement méconnu, à quel point les ruches bougent, à quel point c'est mobile. Et c'est pas juste ici dans l'Est du Canada, là, donc c'est vraiment partout là, dans le pays. Les mouvements à travers le pays sont très, très localisés. Donc, les mouvements sont principalement entre les provinces de l'Ouest et les mouvements sont principalement entre les provinces de l'Est. Très peu d'échanges entre l'Est et l'Ouest. Actuellement, c'est possible de bouger une ruche de la Colombie-Britannique vers le Québec. Ce n'est pas interdit de le faire, c'est juste une question là, de logistique de transport qui fait qu'il y a très peu d'échanges entre ces provinces-là. Les échanges actuellement, de la façon qu'ils se passent, c'est très différent. Là, dans l'Ouest, il y a environ 40 000 ruches qui vont partir des provinces des prairies pour aller faire de la pollinisation commerciale et hiverner en Colombie-Britannique. Donc, c'est à l'automne que les ruches vont bouger, vont passer l'hiver en Colombie-Britannique, font une série de pollinisation et retournent dans les provinces des prairies par la suite le printemps suivant. Donc, 40 000 ruches là, qui vont bouger là, entre les prairies et la Colombie-Britannique. Principalement l'Alberta et la Colombie-Britannique, on s'entend, 35 000 ruches qui viennent de l'Alberta dans ces mouvements-là. Ici, dans l'Est, c'est très différent. C'est au printemps que les ruches bougent. On a 30 000 colonies à peu près qui vont partir de l'Ontario vers les provinces de l'Est, principalement Nouveau-Brunswick. C'est la province qui a le plus de demandes en termes de nombre de ruches, c'est le Nouveau-Brunswick, mais il y en a une partie qui va à l'île du Prince-Édouard aussi. Depuis 2-3 ans, il n'y a pas de ruches qui vont en Nouvelle-Écosse pour la pollinisation du bleuet. Donc, dans l'Est, les mouvements se font en tout début de saison, au mois de mai. Ça commence à bouger pour le bleuet. Et ensuite, là, la canneberge, là, qui sont comme 2 pollinisations consécutives. Donc, les mouvements se font vraiment de l'Ontario. L'Ontario, c'est la principale province là, qui augmente les provinces de l'Est. Ici, au Québec, on a 2230 colonies qui sont venues l'année dernière pour faire la pollinisation. Là-dessus, il y a 228 colonies là, qui sont venues en canneberge. Donc, 2000 pour les bleuets, puis un 200 là, pour la canneberge. Donc, ça vous démontre à quel point ça bouge. Puis, imaginez les enjeux sanitaires qui viennent avec ça. Chaque ruche qui bouge entre les provinces est accompagnée d'un rapport d'inspection. Donc, ça vous donne une idée là, de la gestion là, de la paperasse associée à tous ces mouvements-là. Donc, comme je vous le disais, il y a beaucoup de mouvements, c'est régi par des normes, c'est contrôlé, ça ne se fait pas d'une façon libre. Dès qu'on parle de traverser une province, il faut absolument là, contacter les autorités de la province pour connaître c'est quoi leurs exigences. Chaque province a un statut sanitaire différent. Donc, c'est important de connaître le statut sanitaire de la province dans laquelle on veut s'en aller ou de laquelle on veut s'approvisionner avant de bouger. Le petit coléoptère de la ruche, c'est sûr que c'est actuellement un des principaux pathogènes qui est ciblé par ces exigences-là, mais ce n'est pas le seul. Donc, c'est super important là, de s'informer auprès des autorités avant de planifier quoi que ce soit. Puis ça, c'est valable autant pour la pollinisation des mouvements temporaires que pour les transactions vente-achat. Donc, un apiculteur qui veut acheter des ruches en Ontario va devoir passer par le même protocole, là, les mêmes exigences.
Alors, je vous l'ai mis ici l'adresse pour voir les protocoles. À tous les ans, ces protocoles-là sont révisés. Au printemps, là, on essaie de le faire en février. Là, donc, janvier-février, on essaie de sortir des protocoles pour que les gens puissent planifier leurs activités. Ils sont toujours déposés sur notre site web aussitôt qu'elles sont prêtes. Et on les dépose aussi sur AgriRéseau. Donc, je vais revenir là, le processus des protocoles à la fin, mais je voulais quand même vous glisser un mot sur le PCR, là, le petit coléoptère de la ruche, parce que c'est ce qu'on entend parler depuis une dizaine d'années dans le secteur apicole. Et je vais vous dire pourquoi là, on en parle. J'ai 2 petites diapos sur la biologie reproduction. C'est très, très, très rapide. Là. Mais le PCR, c'est quoi? C'est un insecte qui arrive de l'Afrique. Donc, un insecte qui arrive de climat quand même beaucoup plus chaud qu'ici, qui a été introduit aux États-Unis en 1996. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est arrivé en Amérique. Puis au Canada, ça fait depuis 2002 qu'on a des incursions sporadiques dans notre pays. Donc, c'est quand même, on est rendu en 2021, là, ça fait une vingtaine d'années que cet insecte-là cogne à nos portes puis essaie d'entrer puis de s'installer. C'est un ravageur qui est opportuniste là, de l'abeille domestique principalement. Donc, lui, il veut vivre dans les ruches. C'est là qu'il préfère s'installer. Puis il a la capacité d'endommager les colonies. Donc, une colonie trop fortement infestée, les abeilles vont complètement l'abandonner, vont faire une perte là, en nombre de ruches. Et là où le dommage principal peut se produire, c'est vraiment dans les réserves de miel. Les larves de PCR vont sécréter une levure qui fait fermenter le miel des apiculteurs directement dans la ruche avant qu'ils l'extraient. Donc, imaginez, on perd le revenu principal de l'apiculteur parce que les larves de cet insecte-là, quand il se reproduit dans la ruche, vont faire fermenter le miel. Donc, il est plus propre à la consommation humaine. Donc, le PCR adulte, sous sa forme adulte, va survivre à peu près 6 mois. Il est capable d'hiverner. On sait qu'il est capable de passer un hiver là, au Canada. Il hiverne au sein de la grappe d'abeille. Donc, il est super intelligent. Il va aller se placer au chaud dans le milieu de la grappe d'abeille. Il va passer l'hiver là adulte. On parle d'un 6 mois de longévité, là, mais c'est documenté qu'il peut survivre jusqu'à une dizaine, 10, 11, 12 mois. Donc, il est capable de faire là, pratiquement un an, là, une saison, un cycle complet. Puis, on sait qu'il est capable de le faire au Québec, au Canada sans problème et même au Québec. Donc, il a démontré qu'il est capable de survivre à nos hivers. C'est un insecte qui vole plusieurs kilomètres par lui-même, 10-15 kilomètres par lui-même. Donc, il est capable de franchir des assez bonnes distances par lui-même. Puis, lui, son but, c'est de se nourrir et de se reproduire. Il préfère le faire dans les ruches. Mais le PCR, ce qui fait qu'il est difficile à contrôler, c'est qu'il est capable de le faire aussi en dehors des ruches. Donc, s'il y a de la nourriture, des fruits en décomposition, il va s'installer, il va être capable de se nourrir, il va être capable de survivre, il va être capable de se reproduire, même en dehors de ruches. Donc, s'il tombe dans un secteur où il n'y a pas beaucoup de ruches, il va être capable de se débrouiller. Mais il préfère quand même, lui, son but, c'est de trouver des ruches pour s'y installer. Là, il va toujours être en mode recherche ruche le temps qu'il n'en trouve pas. Donc, la façon que cet insecte-là se reproduit, c'est que la femelle PCR va pondre ses œufs dans la ruche ou dans la miellerie, là, dans les hausses à miel. Et les larves, là, en se développant, vont se nourrir du pollen et du miel. Comme je vous disais, vont sécréter la petite levure qui fait que le miel fermente et plus bon pour la consommation. Après s'être nourris, là, les larves descendent, sortent de la ruche, s'en vont au sol. Ils vont faire une phase dans le sol qui va durer entre 30 jours et 90 jours en moyenne, là. Autour d'un mois. Là, généralement, quand les conditions sont propices, en un mois, vont ressortir du sol sous forme adulte, cherchent une nouvelle ruche, se reproduisent et le cycle recommence. Donc, il y a toujours une phase au sol. C'est quand même important dans son cycle de reproduction. Il va y avoir une phase là, qui ne se passe plus dans la ruche, mais qui se passe dans le sol. Il n'y a pas de traitement efficace là, pour l'éliminer. Il y a des produits qui sont homologués, un seul produit homologué, mais il n'est pas efficace pour l'éliminer. Il va être efficace pour diminuer les populations. Mais une fois qu'il est installé, il n'y a rien pour l'éliminer. C'est vraiment la régie qui va permettre de le contrôler, mais c'est une régie qui nécessite quand même un effort important. Donc, c'est ça la bébite qu'on craint tant, qu'on ne veut pas qu'il s'installe au Québec et dont on fait la lutte là, depuis une bonne dizaine d'années. Donc, ça m'amène à vous parler un petit peu de ce qui se passe ailleurs. L'Ontario, c'est définitivement la seule province au Canada où le PCR est réellement installé, puis le PCR est réellement installé dans le sud-ouest de l'Ontario. Donc, la petite pointe ici, je vous la montre avec la souris. Là où ça se passe en Ontario, c'est vraiment la petite pointe ici, là, la pointe sud-ouest de l'Ontario. Si on regarde, nous, ici, Montréal, on est ici, là, dans ce coin-ci, regardez la différence de hauteur quand même. Là, les conditions sont quand même beaucoup plus favorables ici. Là, on est beaucoup plus au sud. Et là où ça se passe, où ça fait mal actuellement en Ontario, c'est dans ce coin-ci. C'est dans le coin du Niagara. Donc, c'est les comtés qu'on pourrait dire plus chauds. Puis on le voit, là, ça, c'est une carte que l'Ontario diffuse à tous les ans.
Les couleurs dépendent du nombre de cas, là, puis les zones où c'est bleu, vert, c'est les zones où ça bouge le plus, où il y a le plus de PCR installés. Tout ce qui est en jaune, c'est quelques cas rapportés là, dans le courant de l'année. Ce n'est pas des secteurs où on va dire que c'est endémique ou installé. Le problème est ici. C'est là que ça se passe, puis c'est là qu'on a beaucoup de pollinisateurs commerciaux qui bougent, qui vont être responsables de la dissémination là, du PCR ailleurs. Puis c'est là qu'on sait qu'il est capable de se reproduire puis de faire des cycles complets là, à quelques reprises durant la saison. Donc ça, on suit la situation de très près. En Ontario, ça fait depuis 2010 qu'ils ont des incursions de PCR qui ont été découvertes ici dans le comté d'Essex. Et en 2014, c'est là que ça a vraiment transféré vers le Niagara. C'est des mouvements entre les deux secteurs qui se sont produits de ruches. Puis depuis 2014, c'est vraiment dans le Niagara que ça se passe. C'est à partir de là qu'ils ont décidé qu'ils n'étaient plus du tout en mode éradication. Puis ils sont plus en mode contrôle. On essaie de le contrôler dans la province, puis ils déclarent les cas où est-ce qu'ils sont. Nouveau-Brunswick, la situation est un petit peu plus particulière. Là. Dans le fond, Nouveau-Brunswick, l'historique est beaucoup plus récent, c'est 2017, les premiers cas qui ont été détectés dans cette province-là. Et tous les cas détectés au Nouveau-Brunswick depuis 2017, c'est vraiment en lien avec la pollinisation commerciale. Il faut comprendre que les ruches positives d'apiculteurs positifs de l'Ontario peuvent amener leurs ruches en pollinisation au bleuet là, dans le Nouveau-Brunswick. Donc, les cas déclarés au Nouveau-Brunswick sont toujours associés à ces mouvements-là. Donc, soit un apiculteur ontarien qui va avoir été détecté positif pendant son séjour au Nouveau-Brunswick ou un apiculteur du Nouveau-Brunswick qui a fait de la pollinisation puis qui s'est trouvé à côtoyer un apiculteur positif, là, puis ça s'est fait contaminer là, durant les 2-3 semaines de pollinisation. Donc, tous les cas rapportés depuis 2017 sont en lien avec la pollinisation d'une façon directe ou indirecte. C'est toujours des Ontariens qui sont venus là, contaminer les apiculteurs du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est toujours entre 1 et 3 cas, je vous dirais, par été, là, qui sont déclarés au Nouveau-Brunswick. Et dans la province, dans le fond, ils ont des mesures de contrôle, vont suivre les cas avec des pièges, tout ça, vont rapporter quand ils en trouvent, mais ce n'est pas une situation totalement hors de contrôle au Nouveau-Brunswick. Au Québec, si on revient chez nous, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe avec le PCR? Là? Nous, on a une province qui a un long historique d'infestation avec le PCR. On remonte à 2008. Là, depuis 2008 qu'on a des incursions sporadiques dans notre province. Ça s'est toujours passé dans la Montérégie-Ouest. Nos incursions au Québec, c'est Montérégie-Ouest que ça se passe depuis 2008. On est on est à la frontière américaine, Canada-américaine. Des apiculteurs américains viennent faire du miel dans le nord des États-Unis, dans le fond, ils nous contaminent, puis ensuite ils repartent pour hiverner dans le sud des États-Unis. Puis année après année, dans le coin de août-septembre, on a quelques cas qui sont déclarés dans ces zones-là, d'apiculteurs, de PCR orphelins là, qui ont trouvé des ruches le long de la frontière. Donc ça, c'est l'historique, je dirais, classique du Québec. On a toujours arrivé à contrôler ces incursions-là en faisant une surveillance active de ces régions-là et en prenant des actions là, très rapides quand on en trouve. Toujours des petits apiculteurs de petite taille avec quelques ruches, des ruchers stationnaires plutôt faciles à contrôler parce que ce n'est pas des pollinisateurs qui bougent. La situation a un peu changé là, en 2017 au Québec. 2018, excusez, c'est ici, là, quand on parle des petits astérix, là, la situation a changé. On est sorti complètement de la Montérégie-Ouest au Québec. On a eu nos premiers cas dans le Bas-Saint-Laurent. Et ces cas-là sont associés à un apiculteur qui est allé faire de la pollinisation commerciale au Nouveau-Brunswick, s'est fait contaminer par des apiculteurs ontariens à proximité de lui et est revenu positif là, avec quelques adultes PCR dans ses ruches. Donc, c'est la première fois qu'on sortait de notre zone habituelle, notre zone rouge là, de Montérégie-Ouest, très près des frontières américaines. Et puis, c'était la première fois qu'on dealait avec un apiculteur commercial là, qui était aux prises avec le PCR. Donc, 2018, on a déjà commencé à avoir un portrait là, différent là, du PCR. Par contre, sur un suivi de 2 ans, on a suivi cette entreprise-là pendant 2 ans. On est arrivé à complètement l'éliminer avec des mesures de contrôle. Puis, au final, on a trouvé quelques adultes sur 2 ans, des larves en très, très petite quantité, puis il y a des mesures qui ont été prises très rapidement. Donc, situation là, qui s'est quand même bien terminée, là, malgré l'ampleur du nombre de ruches qu'on avait à gérer. Donc, on a eu une expérience différente en 2018 par rapport au PCR, mais ça nous a permis d'apprendre beaucoup là, par rapport à cet insecte-là. Et actuellement, le Bas-Saint-Laurent, c'est contrôlé
on n'en a pas retrouvé des suivis qui ont été faits. On n'a plus d'apiculteurs qui vont faire de la pollinisation commerciale au bleuet depuis ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Vous en avez sûrement entendu parler, ça a fait les manchettes. On a vraiment eu une incursion là, hors du commun au Québec par rapport au PCR. Donc, on a reçu un appel qu'il y avait un lot de ruchettes là, qui était en train d'être distribué, qui arrivait de l'Ontario, sans papier, sans inspection, qui n'avait pas suivi du tout le processus habituel. Puis, il y avait une suspicion qu'il y avait des PCR dans ce lot-là qui était en train d'être distribué. Nous, on a été avisés la deuxième journée de la distribution de ce lot-là. On parle de plusieurs centaines de ruchettes là, qui avaient déjà été distribuées à des centaines d'acheteurs partout au Québec. Au moment où nous, on est débarqués la deuxième journée de la distribution, on a découvert un insecte déjà à cette journée-là. Donc, ce qui restait sur place a été saisi, c'est sûr. Des mesures qui ont été prises, mais là, imaginez, on est déjà en retard, là, dans le sens que tout a été, je dirais, une très bonne partie de ce lot-là qui avait déjà été distribué. Donc, il a fallu faire un travail là, énorme là, de recontacter tous les acheteurs qui avaient mis la main sur des ruchettes de ce lot-là. Puis ce qui est particulier dans cette situation-là, c'est que c'est tous des petits apiculteurs de petite taille, là, plus amateurs, qui avaient acheté 1, 2, 3 ruchettes. Là, donc, on fait affaire à un très gros lot qui est distribué à plein de plus petits, distribué un petit peu partout. Donc, tout le monde a été racheté. Tout le monde a reçu des pièges. On a fait des suivis individuels avec ces personnes-là par téléphone. Et moindre signalement, on se présentait, on allait sur place, on allait chercher les insectes. Donc, au final là, de cet événement-là, le bilan qu'on peut dresser jusqu'à maintenant, c'est qu'on est à 27 apiculteurs là, qui sont considérés positifs là, de la saison 2020, dont 21, là, que c'est vraiment contamination directe là, des acheteurs de ce lot-là. Il y en a 3 qui ont été contaminés, là, que c'est des voisins d'un acheteur de ce lot-là. Puis on a notre 2 cas habituels dans notre zone rouge là, du Québec en Montérégie-Ouest. Donc, au final, dans le fond, là, notre saison 2020 est vraiment exceptionnelle en termes de nombre là, de cas PCR détectés là, sur la province. Si on n'avait pas eu l'introduction de ce lot-là et la distribution de ce lot infesté-là, on en serait à 2-3 cas là, dans notre zone frontalière habituelle. Là, on en a 27 à gérer. On parle de 7 régions différentes, 7 régions administratives, 18 MRC différentes. La très grande majorité des apiculteurs qui sont contaminés aujourd'hui, ce sont encore des petits apiculteurs, donc moins de 10 ruches. Là. La plus grande taille d'entreprise qui a été touchée jusqu'à maintenant, c'est un apiculteur qui a une centaine de ruches. Donc, ça vous donne une idée de la distribution. On considère que la situation est sous contrôle dans le sens que des mesures très, très rapides qui ont été prises. Il y en a plusieurs qui ont brûlé d'emblée en sachant qu'il y avait du PCR dans le lot. Il y en a plusieurs qui ont pris des actions très rapides. Ils sont tous sous surveillance, là, ceux qui ont été détectés. Il y a un suivi qui va être fait en 2021, c'est sûr. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même une incursion légendaire. Là, en termes d'épidémiologie, c'est très complexe à gérer. Mais ça reste que les actions ont été faites très, très rapidement. Puis les gens sont hyper sensibilisés. Là, on a eu un nombre incroyable d'appels en lien avec ce cas-là. Donc, on espère qu'on va suivre la situation, c'est sûr, là, en 2021. On ne peut pas dresser un portrait final de tout ce qui s'est passé. Mais actuellement, là, on est quand même à une trentaine de cas là, dans la province. Donc, vers où on s'en va avec ça, dans le fond, par rapport à 2021, nous, ce qu'on a fait cet hiver, c'est qu'on a retravaillé les protocoles. Donc là, on revient au fameux protocole d'introduction. La situation au Québec, elle est connue là, à la grandeur nationale. On n'a pas le choix de déclarer les cas qui se sont produits au Québec. Donc, on a dû, pour une question d'équité, modifier nos protocoles là, en fonction du risque maintenant présent dans notre propre province. Et c'est sûr que nous, on a fait un plan de match là, pour qu'est-ce qu'on va faire comme suivi là, des sites positifs en 2021. Nous, ce qu'on vise cette année, c'est redéfinir là, notre statut. On veut savoir qu'est-ce qu'il y en est, avoir un portrait pour qu'on puisse prendre des décisions par rapport au PCR. Mais je vous dirais que la saison 2021 va être une saison charnière et vraiment décisive là, par rapport à cette situation-là. À la fin de la saison, on va être un petit peu plus fixé là, par rapport aux conséquences finales de cet événement-là. Ce qu'on veut faire cet été, c'est qu'on va faire une surveillance active autour des zones, là, donc autour des endroits où il y a eu des cas déclarés. On va aller fouiller d'une façon obligatoire. Là. Dans le fond, la surveillance active, elle est ciblée, puis elle est obligatoire quand on dit aux gens que vous êtes surveillés, vous êtes inspectés, ils n'ont pas le choix de s'y soumettre.
Donc, on va faire une surveillance obligatoire là, autour des sites positifs pour voir qu'est-ce qu'il y en est, l'étendue de la contamination. On sort de notre zone rouge où on est plus actif là, année après année. Puis c'est sûr qu'on a demandé aux apiculteurs québécois d'être hyper vigilants et hyper intenses en termes de surveillance. On invite tous les apiculteurs à mettre des pièges dans leurs ruches, peu importe dans quelle région ils sont. Et on va mettre l'accent vraiment sur les pollinisateurs commerciaux, ceux qui veulent bouger. On les a déjà incités là, à mettre des pièges, on les a déjà rencontrés. On fait énormément de sensibilisation pour ne pas propager, là, pour qu'on sache dès le départ, au début de la saison, où sont les PCR si on a à intervenir. Donc, les normes, ce que ça a eu comme impact, dans le fond, dans le passé, là, une entreprise de l'Ontario, par exemple, si on prend notre protocole de l'Ontario, une entreprise, pour pouvoir venir au Québec, elle doit être négative au PCR. Ça n'a pas changé. Au Québec, on considère que la situation est quand même sous contrôle, elle est sous haute surveillance. Les gens qui en ont été surveillés, ont eu des actions de contrôle qui ont été mises en place. Donc, actuellement, les changements qui ont été apportés, c'est que les entreprises doivent quand même demeurer négatives pour pouvoir venir au Québec, excusez. L'entreprise qui veut venir ici ne doit pas avoir eu de PCR détecté dans ses ruches dans les 2 dernières années. Là où on a fait des modifications, c'est par rapport aux régions de laquelle on peut s'approvisionner au Québec. Dans le passé, dès qu'il y avait une région qui avait des PCR détectés en Ontario, ces régions-là étaient complètement bloquées. Donc, un apiculteur de cette région-là ne pouvait pas faire une demande pour venir au Québec. Par exemple, Norfolk, un comté qui était bloqué dans le passé. Un apiculteur que ses ruches sont à Norfolk, l'année passée, n'aurait pas pu faire une demande pour venir au Québec. Cette année, il est éligible, il peut faire une demande pour venir au Québec. Il va devoir se soumettre aux inspections et être négatif après les inspections, mais il peut se permettre de faire une demande pour venir au Québec. Donc, ce qu'on a fait, c'est que des comtés qui ont des statuts sanitaires similaires aux nôtres, ils ont été acceptés dans la liste là, des comtés éligibles, dans des comtés de lesquels on peut s'approvisionner. Donc, il y a seulement 2 comtés cette année qui ont été demeurés là, complètement bloqués, qu'on a gardé bloqués, c'est Niagara et Haldimand, qui sont les 2 comtés où c'est vraiment installé et où on considère que la situation est nettement différente de notre situation à nous au Québec. Donc, c'est la grande différence qui a été apportée dans les protocoles cette année, c'est qu'on a une plus grande ouverture par rapport à des comtés qui auraient quelques cas de PCR qui ont été déclarés dans les dernières années. Donc, ça, c'est pour un apiculteur en Ontario qui voudrait venir au Québec. Il doit se soumettre au protocole qu'on appelle le protocole pour les régions jugées à risque. L'autre changement qu'on a dû faire cette année, c'est dans le passé, il y avait une mention dans le protocole qui disait dès qu'un PCR, si un PCR est détecté dans les ruches ontariennes, venu faire de la pollinisation commerciale au Québec, il a 48 heures pour quitter, donc il ne peut même pas terminer sa série de pollinisation. Son activité de pollinisation. Cette année, à cause de la situation au Québec, on a dû retirer cette mention-là. Donc, cette année, si on détectait un PCR dans une ruche ontarienne pendant qu'elle est ici pour une courte période, on parle d'un 2 à 3 semaines, il va y avoir des mesures de contrôle, il va y avoir un suivi au même titre qu'on va le faire pour un apiculteur québécois chez qui on trouverait un PCR, mais il va pouvoir terminer sa série de pollinisation, son activité de pollinisation avant de quitter la province en mettant en place les mesures de contrôle qu'on va lui exiger. Donc, il n'y a pas le délai de 2 jours pour partir avec toutes ces ruches. C'est quand même un changement important qui a été apporté là, à cause de la situation là, qui est présente au Québec. Donc, c'est important de retenir, c'est les entreprises de l'Ontario qui veulent venir ici doivent quand même être négatives. Il ne faut pas qu'il y ait de rapport d'inspection en Ontario qui a été fait qui détectait un PCR. Et les ruches qui viennent au Québec ne doivent pas venir de Niagara et Haldimand, mais partout ailleurs, elles pourraient être admissibles à venir. Il va falloir qu'elles se soumettent aux inspections, bien entendu. Donc, le processus en tant que tel, si c'est un apiculteur là, de la Colombie-Britannique, par exemple, qui voudrait venir au Québec, ou du Manitoba qui voudrait venir au Québec, c'est un protocole qui s'appelle le protocole des régions non à risque qui va s'appliquer à ce moment-là, puis c'est un peu moins sévère en termes de niveau d'inspection par rapport aux ruches qui vont venir. Là. Donc, c'est un protocole qui est un petit peu moins intense en termes d'inspection dans l'autre province, mais il y a tout de même des inspections qui vont être faites dans l'autre province. C'est juste que le nombre de ruches inspectées, les choses à faire dans les ruches vont être différentes un petit peu. Donc, ce n'est pas le même protocole qui va s'appliquer si un apiculteur veut venir du Manitoba. Mais il peut tout à fait venir du Manitoba sans aucun problème.
Donc, je dirais que la majorité des transactions au Québec avec les autres provinces, c'est l'Ontario. Donc, c'est pas mal toujours le protocole pour les régions jugées à risque. Donc, je vous ai fait ici, là, comme dernière diapo, c'est vraiment un petit résumé de en quoi consiste le processus de A à Z. Là, dans le fond, l'apiculteur ontarien qui voudrait venir au Québec, on parle de l'Ontario parce que c'est le cas classique, là, mais ça pourrait être un apiculteur d'une autre province. L'apiculteur, de un, il doit quand même regarder, OK, est-ce que je pense que je réponds aux exigences? Je n'ai pas de PCR, ma loque américaine est sous contrôle, mon varroa est sous contrôle, parfait. Moi, je pense que je suis admissible, mes ruches ne sont pas dans le Niagara, mes ruches ne sont pas dans Aldeman, good. Je peux faire une demande à Julie pour aller au Québec. Donc, ça, c'est la première étape, c'est je m'assure que je respecte grosso modo les exigences de base. Ensuite, il doit nous contacter, il va déclarer, dans le fond, aux autorités de l'Ontario, au MAFRA, le gouvernement ontarien, il va déclarer tous les ruchers qui vont approvisionner le Québec pour venir en pollinisation. Il va faire sa demande d'inspection, donc il va dire à Paul Kozak en Ontario, j'ai besoin d'une inspection pour aller au Québec le 26 mai. Fait qu'on organise ça dans les jours, les semaines avant de partir. La seule responsabilité que l'apiculteur a à faire, c'est à partir du moment où il sait quand l'inspection va se produire chez lui, il va installer des petits pièges là, à PCR dans ses ruches à peu près une semaine avant l'inspection. C'est une feuille. C'est un petit chiffon jaune. Ça coûte 10 cents de la feuille. On les met dans les ruches. Les pattes des PCR vont se prendre là-dedans. Donc, c'est un super piège efficace qui coûte vraiment pas cher. Donc, nous, ça nous donne une confiance plus grande envers l'inspection qui va se passer en Ontario. Donc, on installe ça dans les ruches une semaine avant de passer, avant que les inspecteurs de l'Ontario passent. Fait que ça, c'est la job de l'apiculteur qui veut venir au Québec. Ça va être d'installer ces pièges une semaine avant que l'inspecteur passe. Il y a 2 papiers à compléter, c'est l'annexe 1 et l'annexe 2 dans le protocole. C'est 2 petites feuilles. C'est coordonné, qu'est-ce qu'il veut introduire au Québec, combien de ruches, puis chez qui ça s'en va. Nous, on a absolument besoin de savoir où est le destinataire au Québec, chez qui ces ruches-là vont être placées. Donc, 2 feuilles à compléter. Il m'envoie ça par courriel. Paul Kozak, lui, de son côté, qui est mon homologue en Ontario, lui, il va m'envoyer l'annexe 3, qui est une feuille que c'est le responsable de l'apiculture là-bas qui doit compléter. Ce n'est pas l'apiculteur qui fait ça, c'est Paul. Donc, l'annexe 3, l'apiculteur n'a pas besoin de s'en occuper. Et les rapports d'inspection me sont envoyés. Une fois que l'inspection est faite, je reçois les rapports d'inspection, je les inspecte, je vérifie que tous les documents sont rentrés. Et on émet l'autorisation dans les, je dirais, on demande un 5 jours ouvrable, mais habituellement à 24 heures, les documents sont émis. Donc, ça ressemble à ça, le processus. C'est de nous appeler, dans le fond, de m'appeler très tôt dans le processus pour que je vous mette en contact avec les bonnes personnes pour planifier les inspections. On vérifie grosso modo que l'apiculteur est éligible pour ne pas perdre de temps non plus. Puis si tout fonctionne, on planifie l'inspection, on recommande à l'apiculteur de mettre ses pièges. Je fais le suivi au complet avec l'apiculteur de l'autre province. Donc, c'est la clé de tout ça, c'est de lui dire de me contacter. Ça peut être vous, le producteur de canneberge, qui me mettez en contact avec le producteur, l'apiculteur, ou vous lui dites de me contacter directement, puis ensuite, moi, je le mets en contact avec Paul Kozak en Ontario. Puis on starte le processus, là, mais ça se fait très bien. C'est 3-4 échanges courriels, les rapports d'inspection, puis on envoie les autorisations. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui.